Adrien rejoint le parti sans pilon. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et comme tous les lundis soirs de 19h à 20h sur Sud Radio, très heureux de retrouver notre duo de coprésidents du G500 citoyens. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Stéphane Pellet. Bonsoir Philippe. Avec une superbe cravate d'ailleurs. Oui, là je me suis dit c'est rare. C'est rare que vous en mettiez une, là c'est vraiment la grande classe. Parce que ce soir, d'un petit signe extérieur de richesse. Non, c'est parce que c'est une soirée importante ce soir. Ah oui, c'est une soirée importante. Et on reçoit des invités de marque. Le compte à rebours du G500 citoyens à Lille a commencé. C'est bien ça. Ah, ça, il a bien commencé, oui. Oui. Il avance même très, très rapidement. C'est comme à Kourou avant le Mais décollage c'est d'Ariane. surtout le lancement et les premières associations lauréates du trophée que l'on reçoit ce soir. Lauréates, pas encore, mais en tous les cas, celles qui ont été finalistes, oui, mais elles sont toutes lauréates dans le cœur. Finalistes, donc au nombre de 5 ou 6, c'est bien vrai. 6. Voilà, c'est la surprise du chef. C'est ça. 6 associations et qui vont se présenter à partir de ce soir. On va y revenir, mais pour aller dans le sens de ce que vous disiez, Philippe, J-30 pour le sommet citoyen à Lille, 12, 13, 14 juin. Et tout le monde peut participer, venir. Et bien évidemment, il y aura des milliers de représentants d'associations, mais j'allais dire tout le monde peut venir, et sans cravate, bien sûr. Et on peut s'inscrire même. Et on peut s'inscrire absolument sur www.idéal-du6 citoyen avec un s.fr. Voilà. Bon, on connaît par cœur, on pourrait faire les choristes. Allez, au sommaire, chaque année, 400 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués en France. 6 personnes sur 10 touchées souhaitent poursuivre ou reprendre leur activité professionnelle. Nathalie Presson, directrice générale de Canceratoire, c'est à nos côtés. Elle milite pour l'inclusion professionnelle malgré la maladie, avec des solutions concrètes dans les entreprises. Elle est accompagnée de quelqu'un qu'on avait déjà reçu, Anne-Sophie Tulzinski. En France, plus de 2 millions de vélos sont jetés chaque année, alors qu'ils pourraient être réparés et réutilisés. Le vieux biclou, c'est du vélo, du lien social, de la transmission dans un atelier ouvert à toutes et tous. Valentine Michès, bénévole, sera là pour nous en parler. Enfin, encore un sujet lourd. En 2023, 210 000 femmes ont déclaré avoir été victimes de violences conjugales. Une voix pour elles, c'est une ligne d'écoute créée par des femmes pour ne plus rester seule dans le silence. Peggy Lefebvre, présidente d'une Voix pour elle, sera également à nos côtés. Vous êtes bien dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Et on commence avec vous, Aurélie Gros. Oui, tout à fait, avec nos 2 invités. Oui, Cancer at Work a été sélectionné pour ce concours. C'est un collectif qui dit non, en fin de compte, à l'exclusion professionnelle liée à la maladie, et notamment, c'est écrit dans le titre de l'association, mais le cancer. Donc on est particulièrement touché par cette méthode, par cet engagement, parce que ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut pas travailler, et que souvent, on remarque que les femmes et les hommes touchés par une maladie, ça fait partie aussi de la guérison que de pouvoir rester inclus et dans le lien social. Donc, bonsoir Nathalie. Bonsoir à vous 3. Vous êtes directrice générale de Cancer at Work, et Anne-Sophie Tulzinski. Et Anne-Sophie. J'en suis la fondatrice. Absolument. Voilà. Une présidente, une fondatrice. Alors, dites-nous pourquoi, comment vous avez fondé Cancer at Work. Alors, Cancer at Work, très simplement, est né de mes compétences professionnelles dans le maintien dans l'emploi depuis quelques années. La couleur de mes cheveux l'indique. Une expérience de vie d'un cancer en 2011, de la demande des DRH et des dirigeants avec lesquels je travaillais à l'époque et qui se trouvaient très démunis, confrontés à des situations de cancer et plus largement de maladies graves de plus en plus nombreuses, et n'étant pas préparés à cela. Et aussi et surtout d'un engagement citoyen et d'une conviction, c'est que nous avons la chance aujourd'hui en France de bénéficier du système social probablement le meilleur au monde, que le monde entier nous envie. Or, on l'oublie souvent, mais l'emploi finance la santé.
et la désinsertion professionnelle des malades en général, vu les effets de nombre, mettent en péril à très court terme ce fabuleux système de santé. Donc il convenait de s'engager puisque rien n'existait en 2011. Et donc j'ai proposé de créer cette association d'entreprises. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, juste une précision, et puis je rends le micro à Aurélie. En 2000, quand il y a eu près de 2000, c'est le cas de le dire, 2 millions, c'est ça, de création d'emplois, la sécurité sociale était excédentaire. Ça paraît exceptionnel tellement on nous a parlé pendant des décennies du trou de la Sécu. Le célèbre trou de la Sécu. Mais en fait, à cette époque-là, la Sécu, justement, était excédentaire parce qu'il y avait énormément de personnes au travail. Et alors, vous voyez que l'enjeu est de taille pour la pérennité de notre système de santé. Et alors, quels sont les freins principaux que rencontrent les personnes atteintes de cancer dans le monde professionnel ? Nathalie Cresson ou Anne-Sophie Kuczynski, comme vous voulez. Alors, les freins principaux, j'ai presque envie de dire que c'est parfois eux-mêmes. Les personnes n'osent pas, elles sont seules, elles se sentent, elles perdent confiance, elles sont seules entre le monde de la santé et le monde de l'emploi, qui sont deux mondes qui ne dialoguent pas. À l'hôpital, on ne leur parle pas de leur vie professionnelle et dans leur entreprise, quelle qu'elle soit, un public, privé, petite ou grande, on ne leur parle pas de santé au sens où ça reste, ce sujet relève du secret médical. Donc elles sont très isolées. Et si les employeurs ne prennent pas la parole pour dire dans notre entreprise, on peut parler de maladie si on le souhaite, et au-delà de sa maladie, surtout des conséquences au travail. Et ensemble, on va travailler pour adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Alors, on a vraiment l'espoir et on fait la preuve que ça fonctionne, maintenir dans l'emploi les personnes malades. Nathalie Cresson, est-ce que les entreprises ont pris conscience que quand on a un cancer, c'est une maladie chronique, qu'il y a des traitements qui sont plus ou moins lourds entre les chimios, les immunos, les radios? Est-ce qu'elles ont pris conscience de ça en disant, allez, il va se reposer 3-4 jours parce que la chimio la fatigue, mais après elle revient au boulot, ou elle passe 3 jours en télétravail et elle revient au boulot. Est-ce qu'elles ont pris conscience de ça? Elles en prennent de plus en plus conscience. Alors, au niveau du club, évidemment, les entreprises membres sont des entreprises engagées sur le sujet, donc elles en ont conscience et elles essayent de libérer le plus possible la parole pour permettre de mieux vivre sa maladie au travail. Mais on le sait dans notre environnement, on a de plus en plus d'entreprises qui souhaitent s'occuper de leurs actifs malades. Et nous, notre discours, il est simple. En fait, si vous vous occupez de vos actifs malades, vous allez gagner de l'argent. On s'adresse à des chefs d'entreprise. Il faut toujours évoquer l'importance de la performance de l'entreprise. Et donc, une entreprise qui prend soin de ses actifs malades, elle prend soin de l'environnement de travail et du collectif de travail, puisque une personne malade, c'est tout un service qui est bouleversé. Et en prenant soin de l'ensemble de ce collectif de travail, eh bien, elle va être de plus en plus performante. Et donc oui, elles en prennent conscience. Ce n'est pas encore parfait. Nous, si on vous donne une photographie de l'association aujourd'hui, c'est un peu plus de 200 entreprises membres, à peu près en nombre de salariés, 10% de la population active. Ça veut dire qu'il reste 90% de la population active à les sensibiliser. Oui. Alors justement, pour parler du fond, véritablement, de ce qui est vécu aussi avec émotion, qu'est-ce qui est la principale crainte, même peur, on peut dire? Qu'est-ce que c'est? L'absence à un moment ou un autre, la fragilité, c'est le terme même de cancer? Qu'est-ce qui fait que dans l'entreprise, c'est encore une barrière, la maladie? Moi, je pense qu'il y a une méconnaissance en fait du sujet, une méconnaissance de la maladie, une méconnaissance des conséquences de la maladie sur le travail. Et cette méconnaissance fait que c'est un sujet que parfois les RH ont du mal à aborder. Quels sont les éléments de langage à avoir? Comment prendre la situation quand elle est annoncée par son salarié, ou quand elle n'est pas annoncée par son salarié, comment aborder le sujet avec lui? C'est plutôt une forme de gêne et de méconnaissance plutôt qu'une volonté de ne pas faire, je pense, de la part de l'entreprise. Et alors, vous avez un petit peu une idée des premiers résultats de votre action, parce que c'est ça qui est important, qu'il faut défendre ce soir devant les auditeurs. C'est d'une manière générale, un club, comme vous l'avez dit, donc ceux qui le rejoignent sont plutôt convaincus, mais est-ce que vous avez une belle réussite à nous raconter, une entreprise dans laquelle cette prise de conscience a été très forte? Oui, j'ai envie de vous citer un exemple, c'est celui d'une entreprise industrielle
dans la région de Rouen, 250 salariés, majoritairement des ouvrières de plus de 50 ans, donc très impactées par le sujet de la maladie au travail, des cancers en particulier, mais pas que. Et je reçois un jour un appel de la dirigeante qui me dit « J'ai repéré vos actions et j'aimerais qu'on se rencontre. Je voudrais m'engager au sein de Cancer at Work et faire progresser mon entreprise sur le sujet. » Donc je me déplace à Rouen dans l'usine et on déploie dans cette entreprise la même méthodologie que dans chez tous les membres de Cancer at Work. Chez Cancer at Work, on ne croit pas aux recettes toutes faites. En revanche, on croit dans l'écoute des besoins des salariés et dans la mise en place de réponses totalement adaptées. Donc on va à la rencontre des salariés et on échange sur leurs besoins. Et elles nous disent, ce qui est difficile pour nous, c'est de tenir des cadences de production. Quand on revient au travail après une maladie comme un cancer, c'est vraiment très difficile et donc on doit s'arrêter. Et on leur dit, ok, donc quelle solution proposez-vous pour pallier cela ? Et elles nous disent, en fait, il nous faudrait une chaîne de production sans cadence. Oui. Là, j'avoue que j'ai commencé à transpirer. C'est compliqué, parce qu'une chaîne de production a une cadence obligatoirement. Et donc, j'ai pensé sincèrement que l'histoire allait s'arrêter là. Mais non, la chef d'entreprise, qui est très déterminée et très engagée, a dit, ok, on va mettre une chaîne de production sans cadence, on va réserver un bout de chaîne de production au cœur de l'usine, et pas en marge, pas sur le côté, au cœur de l'usine. Et toutes les personnes qui auront besoin d'avoir une cadence adaptée peuvent y aller. Elles n'ont pas à s'inscrire ou à lever le doigt, elles peuvent y aller. En 2 ans, moins 9 points d'absentéisme dans cette entreprise. Génial. Donc une très belle réussite. Vous avez raison de la pointer. Je crois que Philippe va nous interrompre. Oui, parce qu'il faut faire une courte pause de pub. On vous restez avec nous. On va continuer à parler évidemment de ces 3 belles associations, les 3 premières finalistes qu'on a le bonheur de recevoir. Que des femmes, que des femmes. Je dirais. Alors là, on est vraiment avec Stéphane Pellet et Quentin Cavanis, on est vraiment hyper minoritaire. Mais on est minoritaire avec bonheur parce que c'est vraiment de belles personnes et de belles personnalités et de belles associations. Allez, on se retrouve tout de suite dans les vraies voix citoyennes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. La bicyclette. Et on reçoit les 3 premières associations finalistes. Ce sera à Lille la finale pour ce G500 citoyen les 12, 13 et 14 juin prochains. Évidemment, Sud Radio, on y sera présent avec les vraies voix. Et on continue après Cancer at Work avec une seconde association. Un mot qu'on avait oublié, qui est un peu tombé en désuétude, le vieux biclou. Oui, alors j'ai remarqué, vous m'avez réservé le truc de vieux, quoi, c'est ça? Non, non, c'est pas. On a pensé qu'avec vous. chanter, moi. Non, je pense bicyclette. Non, on a pensé qu'avec vous, ça roulerait bien. Recyclerie. Non, mais de toute façon, moi, j'adore faire du vélo. Ah bah moi aussi. Voilà, j'ai plein d'amis comme ça qui adorent. C'est un moment de détente, mais aussi de réflexion. Enfin, c'est très, très beau. Alors, derrière un vieux vélo, c'est ce qui est écrit sur le papier. Il peut y avoir bien plus qu'une chaîne à réparer. C'est très joli déjà comme formule. Ouais, et il peut y avoir une histoire à construire, à reconstruire. Le vieux biclou, c'est un atelier où on apprend donc à réparer, mais aussi à transmettre, partager, recréer du lien. Et c'est donc Valentine Michez, qui nous en parle ce soir. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes où déjà Valentine? Parce qu'on ne sait pas où vous êtes partie à vélo comme ça, subrepticement. Le Vieux Biclou est une association qui est basée à Montpellier. Ah bah oui. Qui existe depuis 2005. On a fêté nos 20 ans hier, pour tout vous dire. Oh bah, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bravo. Donc 20 ans, c'est pas vraiment si vieux que ça, le biclou. Il manque que le gâteau, à 19h21, ça aurait été parfait. Alors vous savez que donc vous avez été sélectionné parmi des centaines, il faut bien le dire, d'associations qui nous ont envoyé des vidéos, etc. Parce qu'on a pensé aussi que c'était très important de porter la thématique qui est derrière tout le travail que vous avez initié. Mais du coup, vous nous alléchez avec vos 20 ans. On a envie d'avoir quelques grands chiffres pour commencer. Donc en 20 ans, qu'est-ce que vous avez fait de beau avec ces biclous?
Je pense qu'on a bien dû réparer sans doute plusieurs milliers de vélos, accompagner des centaines de personnes à s'autonomiser et à appréhender un peu mieux la réappropriation de la mécanique. Et on a développé une vélo-école depuis quelques années maintenant. Donc ça fait 5 ans qu'on propose des séances de vélo-école. C'est une association qui a vu énormément de projets se développer. Alors justement, le Vieux Biclou, avec ce nom-là, vous nous avez intrigués. Racontez-nous quand même les prémices. Comment vous avez lancé il y a 20 ans tout ça et avec qui surtout? Présentez-nous l'équipe. Donc ce sont 2 personnes qui ne sont maintenant plus finalement à l'association. Donc il y a eu beaucoup de roulements. Nicolas et Christine sont donc 2 personnes qui sont à l'origine de l'association, qui au départ étaient hébergées dans un autre local que celui qui est maintenant dans le quartier des Beaux-Arts, devenu celui dans lequel on est depuis des années. En fait, c'est vraiment énormément de personnes qui ont été à l'origine du projet, puisque les personnes voulaient avant tout réparer leur vélo en étant dans la ville. Donc, il y a eu énormément de roulements. C'est une équipe assez importante. Et aujourd'hui, on va avoir une trentaine de bénévoles qui vont tenir des permanences. 5 fois par semaine, et on a une équipe aussi d'une dizaine de bénévoles qui tiennent donc la vélo-école adulte, qui fait l'objet de ma présence aujourd'hui pour représenter l'association. Et l'école, la vélo-école, c'est donc destiné à tout âge, et c'est pour réapprendre aux gens à faire du vélo? Parce que, je sais pas, c'est une question, hein. Oui, alors ça m'intéresse. On s'inscrit dans 2 réseaux importants. Donc le premier, ça va être le réseau de l'heureux cyclage, donc heureux comme être heureux, mais cyclage comme un cycle. Donc c'est un réseau d'ateliers vélo participatifs et solidaires qui fédère autour de l'autoréparation de son vélo. Et il y a un autre réseau auquel est rattaché le Vieux Biclou, qui est celui de la FUB, de la Fédération des usagers de la bicyclette. Et donc c'est une association qui défend les droits des cyclistes et la pratique du vélo dans son ensemble. Donc c'est vrai que je tiens à le préciser, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion, c'est-à-dire que le Vieux Biclou est une association locale à Montpellier. Il y en a une autre qui s'appelle le Bonheur à vélo. En fait, il y a des centaines d'associations qui font ce qu'on fait en France, et grâce à ces 2 réseaux, le recyclage et la FUB, eh bien, il est possible de trouver une association qui est proche de chez soi. Et donc voilà, il y a des cartes interactives sur ces 2 sites qui permettent de se rapprocher de ces 2 thématiques si on en a envie. Et donc pour revenir sur le sujet du Vieux Biclou, donc nous on est spécialisé pour les adultes. Par exemple, le Bonheur à vélo, qui est une autre association, va aussi plutôt faire l'apprentissage auprès des enfants. Philippe et nous David, on est vraiment spécialisé auprès des forcément adultes. une question, parce qu'il adore le vélo. Oui, j'adore le vélo, ça c'est vrai. Il y a une question qui se pose, comment ça se passe? Les gens vous rapportent leur vélo, vous avez des relations avec des grandes entreprises de sport, par exemple, des distributeurs qui disent ramenez-nous notre vélo, nous on a une association qui s'en occupe. Comment ça fonctionne? Alors, si vous voulez mentionner les dons, on a beaucoup de personnes qui vont nous donner des vélos et une équipe de bénévoles va les réparer. Donc, soit ces vélos vont être vendus au profit de l'association, soit ils vont permettre d'agrémenter la flotte des vélos qui vont servir pour les personnes qui réapprennent à faire du vélo avec nous. D'accord. Oui. Et puis, il faut quand même le préciser, il faut que les vélos soient en très bon état, parce que de la place ou de l'école des Beaux-Arts au bas de Montpellier, la pente est très forte, n'est-ce pas? Il vaut mieux avoir de bons freins. Donc c'est en descente. Dans un sens, oui, c'est pas faux. Alors, oui. Allez-y. Et donc on propose des séances de vélo-école donc depuis 5 ans. Et l'origine de ça, parce qu'originellement donc on fait plutôt de la mécanique, c'est parce que des bénévoles se sont rendus compte qu'il y avait un réel besoin, et qu'avant d'apprendre à réparer son vélo, il faut donc déjà pouvoir en faire et faire partie de la communauté des cyclistes. Et en fait, il y a beaucoup plus de personnes que ce qu'on peut penser qui ne savent pas pédaler ou qui se sentent pas en sécurité sur la route pour envisager des déplacements quotidiens. Et donc les raisons de ces difficultés sont vraiment nombreuses. Ça peut être un éloignement de la culture vélo, notamment si les parents ne l'ont pas transmise. Et vous aidez donc les populations qui n'ont pas les moyens d'avoir un vélo et qui n'ont plus de solution de mobilité. Comment est-ce que vous les sélectionnez? Elles viennent vous voir, il faut être, je sais pas, par exemple aux minima sociaux, comment ça se passe?
Alors, pour parler de ce qui concerne seulement le vieux Biclou, il y a 2 possibilités. Donc, on a des séances de vélo-école qui sont dispensées par les bénévoles, le samedi matin notamment. Et il y a aussi un programme qui existe, qui est assez intéressant pour des personnes qui n'ont pas les ressources pour se remettre en selle, qui s'appelle Vélo Égaux, donc égaux comme égalité. C'est donc un programme qui est initié par la FUB, qui a été lancé depuis quelques mois. Et c'est un programme très complet qui a pour objectif de faciliter les déplacements de ces personnes en leur apprenant à faire du vélo et aussi qui leur permet d'acquérir un vélo à la fin du programme. Donc c'est quand même assez intéressant. Et donc les critères sont d'éligibilité au programme sont assez larges. Vous pouvez vous renseigner auprès d'une structure qui vous accompagne si vous en avez une, il est gratuit, ou bien vous rendre sur la carte, sur le site de Vélo Égaux. Merci beaucoup. Alors surtout restez avec nous. Restez avec nous, parce que l'émission est loin d'être terminée. Merci beaucoup à vous, Valentine Michès de Montpellier, avec le vieux Biclou. Dans quelques instants, on va recevoir une 3e belle association, également par la voix d'une femme. Restez bien avec nous dans les vraies voix citoyennes. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec les 3 premières finalistes du G500 citoyen qui se tiendra à Lille du 12 au 14 juin prochain. Évidemment, on y sera avec les vraies voix citoyennes. Et on a une 3e association, Aurélie Gros, qui s'appelle Une voix pour elle. Et oui, et je ne vais pas dire que tout est dans le titre, mais parfois il suffit d'une voix au bout du fil pour sauver une vie. Et Une voix pour elle est née de ce constat que trop de femmes victimes de violences n'ont personne à qui parler. Et cette association est à leur écoute, les soutient. Voilà, c'est une très très belle association et on est ravis d'accueillir ce soir Peggy Lefebvre qui est à nos côtés. Bonsoir Peggy, alors racontez-nous comment est née Une voix pour elle. Alors, c'est bonjour. Une voix pour elle, donc c'est une très grande histoire en fait. Donc l'association a commencé en 2019 par la préparation en fait de kits d'hygiène pour les apporter justement aux femmes victimes de violences et leurs enfants qui étaient mises à l'abri d'urgence dans des hôtels, dans des foyers. Et en fait, on va dire au bout d'un moment, les bénéficiaires étaient ravis, mais on fait remonter l'idée que malheureusement, ce qui était très dangereux, c'était qu'elles n'avaient plus d'affaires et que d'aller chercher leurs affaires justement chez elles, au moins le minimum, était un vrai danger et surtout, elles pouvaient y rester. Et c'est là où on connaît, malheureusement, avec les féminicides, parfois le retour peut être fatal. Et à force de demandes, la fondatrice, du coup moi je suis la présidente, mais la fondatrice Laetitia Mas a pris justement toutes ces remarques et de là s'en est découlé, on va dire, l'action On Bouge, qui a donc mis en place avec les moyens du début une solution d'aide matérielle et logistique. L'idée, et surtout en 2020, pendant le Covid, forcément les chiffres ont augmenté. Donc, elle a commencé à mettre en place, on va dire, des actions et des moyens pour justement aller avec les victimes récupérer le minimum d'affaires. Et en fait, pour expliquer, on va dire au fil du temps, grâce aux aides et à toute la logistique qu'elle a mis en place, elle a pu justement faire vraiment des déménagements, des réemménagements. Aujourd'hui, on fait même de l'entreposage. Et pour donner quelques chiffres, par exemple, depuis 2021, c'est plus de 750 déménagements réalisés et du coup aidant plus de 750 femmes et 1072 enfants, parce qu'évidemment, il y a toujours les enfants victimes et qui sont témoins de tout ça. 333 entreposages d'effets personnels dans nos locaux dédiés. Donc voilà, en fait, du coup, il fallait vraiment trouver une solution parce qu'on sait qu'il faut à peu près environ 7 allers-retours pour un départ définitif. Donc, ce qui a été très intéressant par la suite, donc la machine roulait, mais on a eu la chance en fait donc d'être en partenariat avec la Fondation des femmes. Suite à ça, on a fait une étude d'impact qui a vraiment permis de d'avoir du recul sur nos actions. Donc en fait, cette étude d'impact qui a été donc menée par le cabinet Coreis en avril 2024 a mis en évidence des résultats assez probants, c'est-à-dire que 98% des femmes se sont senties soutenues humainement, 83% ont pu partir plus rapidement, 85% vivent dans un logement stable 6 mois après, et surtout 98% ne sont pas retournés vivre avec leur agresseur. Et comment font ces femmes? N'importe qui peut vous contacter
pour vous demander de l'aide ? La seule chose à faire, c'est-à-dire que pour vraiment déclencher une prescription, il faut s'orienter vers une association. Alors type, il y a des associations type Montjoie, Arpège, Parcours de Femmes, enfin il y en a beaucoup, ou tout simplement l'assistante sociale du quartier. Après, en fait, il y a une procédure qui est mise en place, mais la prescription est déclenchée par l'assistante sociale ou on va dire le service qui a recueilli les informations. Et à ce moment-là, nous, on rentre en contact avec la victime, on s'assure déjà de sécuriser les lieux pour que justement ça soit fait vraiment avec des règles de sécurité. Quand c'est nécessaire, on peut même faire intervenir la police pour que justement ça soit fait vraiment en toute sécurité pour la bénéficiaire qui est forcément, on va dire, qui a très peur. Voilà. Stéphane Pellet. Une question, j'ai moi eu l'occasion dans mon parcours professionnel de beaucoup œuvrer là-dessus, notamment en créant des appartements dédiés pour les fameuses décohabitations, quand tout d'un coup il y avait des violences et qu'il fallait donc beaucoup de prudence et de sécurité. On entend pas mal parler de ces questions avec des associations qui se mobilisent. Qu'est-ce qui fait votre particularité, votre valeur ajoutée par rapport à ce qui commence à être une prise de conscience ou peut-être qui est insuffisante, je ne sais pas, et puis aussi ce que font les autres associations? Alors, il n'y a pas beaucoup d'associations, justement, et d'ailleurs, j'allais en parler, qui ont les moyens et le protocole, justement, de mettre en place cette aide logistique et matérielle. C'est-à-dire que nous, on a des locaux pour entreposer gratuitement leurs effets, parce que parfois, elles sont dans un logement d'urgence, elles stockent leurs affaires quand elles ont la chance de pouvoir les prendre. Dès qu'elles ont un logement définitif, on récupère leurs affaires, on leur emmène. Et en fait, au niveau même national, et c'est pour ça que justement le partenariat avec la Fondation des femmes a été vraiment intéressant, parce qu'on a pu créer, donc aujourd'hui c'est pas que pour une voix pour elles que je parle, c'est au nom du réseau Elle Déménage qui a été créé à l'issue de ce partenariat et qui se déploie. En fait, l'idée c'est de répliquer au niveau national, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui dans le réseau Elle Déménage, on couvre plusieurs régions. On a par exemple Solimouve et Premier Pas, qui se partagent quasiment l'entièreté de la région parisienne. On a Sévif qui est sur l'île de la Réunion. On a Ça Déménage qui est sur Grenoble et Lyon. Et là, on est sur 2 phases pilotes au niveau du Pas-de-Calais et du territoire du Beaujolais. Et c'est pour ça l'importance aujourd'hui d'obtenir des financements et des aides, c'est que en fait on reçoit tous les jours des demandes venant de toute la France et que quand on couvre pas certaines parties, ça nous brise le cœur de se dire qu'on peut pas leur venir en aide. Et c'est pour ça que c'est une voix pour elles, mais c'est aussi le réseau Elle Déménage à travers tout ça. Et c'est ça notre différence, c'est que nous, on est une association de terrain. Le sujet des violences faites aux femmes a évidemment beaucoup fait parler depuis des années. On pense notamment à Marie Trintignant, etc. Et est-ce que le regard des pouvoirs publics vis-à-vis des associations a lui changé ou pas ? Il commence fortement à changer. On commence justement à faire des partenariats et à travailler vraiment main dans la main déjà avec les services de police, de gendarmerie. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Donc au niveau aussi politique, on voit bien de toute façon en voyant les chiffres des féminicides que l'importance est d'agir avant justement, parce qu'en fait c'est pas comme si on se dit il n'y a pas de solution. En fait si, il y en a une, c'est tout simplement les extraire, les mettre en sécurité avant qu'il ne soit trop tard et ne pas les laisser aller récupérer leurs affaires toutes seules, parce que c'est là où malheureusement le drame arrive. Donc oui, il y a une forte prise de conscience, même au niveau de la population, des gens qui pensaient que ça arrivait qu'aux autres, se rendent compte que non, on peut malheureusement dans notre entourage avoir des cas de violence et voilà, donc les gens sont vraiment sensibilisés. Qui Moi, touchent tous les niveaux sociaux. Alors, toutes les origines, tous les niveaux sociaux, il n'y a pas de, on va dire, de victime de profil type. Ah, pas du tout, pas du tout. Ça touche tout le monde. Tout le monde. Alors, il y a au cœur de votre action, il y a quand même cette affaire de l'écoute. Comment vous formez les personnes dites écoutantes et qui donc, elles aussi, prennent sur elles pour rester parfois probablement des heures au téléphone? Alors nous, on n'est pas une cellule d'écoute, si je peux me permettre. En fait, nous, l'écoute se fait uniquement, c'est-à-dire que dès qu'il y a une prise en charge,
On a justement l'accompagnante qui est formée pour l'écoute, qui connaît bien le sujet et qui va sécuriser la victime. Donc c'est un processus jusqu'au moment du déménagement. Elle est accompagnée, la victime n'est jamais seule. On a vraiment des bénévoles, elle est très bien entourée, tout est sécurisé. Par contre, c'est pas, on va dire, une cellule téléphonique. Non, mais à partir du moment où quelqu'un vous prenez contact avec la victime, j'imagine qu'il y a quand même cet échange pour connaître la situation et qu'il y a une prise en charge quand même psychologique de la personne au bout du fil qui est complètement dépassée par la situation. Oui. Mais complètement. La personne qui s'occupe de la victime du premier coup de fil jusque même après, parce qu'en plus on prend des nouvelles après, on sait si elles sont bien réinstallées. Il y a vraiment, on a la chance d'avoir des anges qui s'occupent de nos bénéficiaires et oui, il y a une très grosse écoute. Mais du début à la fin, elles sont accompagnées. Et quand elles ont besoin de matériel, elles l'accompagnent comme si elles faisaient en fait, on va dire ses achats. Sauf que du coup, c'est dans notre entrepôt. Elle choisit, elle est épaulée, écoutée. Donc oui, il y a un très grand soutien moral évident qui va avec justement ces besoins logistiques et matériels dont ont besoin ces victimes. Merci à vous, Peggy Lefebvre. Restez avec nous. On va faire. Merci à vous. On va tirer la substantifique moelle, comme disait je ne sais plus quel auteur classique, de ces 3 finalistes qui se retrouveront à Lille pour continuer à parler avec les vraies voix citoyennes. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Tous les week-ends, je suis branché Sud Radio, mais ça fait quelques années déjà. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. C'est la dernière ligne droite après avoir reçu, elles sont encore là, 3 des finalistes de l'édition 2025 des trophées citoyens. Je vous donne la parole, Aurélie Gros, on va redonner la parole à chacune. Eh bien oui, on a la même question pour chacune d'entre vous, c'est qu'est-ce que vous attendez de ce trophée citoyen et si vous deviez dire en quelques mots pourquoi il faut voter pour vous plus que pour les autres, même s'il faudrait voter pour tout le monde en réalité. Voter pour les mais autres, si vous votez pour les autres, après là, ça va être compliqué. Mais voilà, chacun... Mais on a un peu de temps pour s'exprimer. Oui, il nous reste 8 minutes, 8-9 minutes, donc ça va. Ce trophée nous permettra de maintenir dans l'emploi encore plus de personnes touchées par le cancer ou des maladies graves. Et nous permettra également, dans un autre aspect, de sensibiliser encore plus d'entreprises. On mène toute l'année des actions que nous baptisons Job Meeting qui permettent... Comment Job Meeting. Job Meeting, pardon, d'accord. Qui permettent la rencontre et le dialogue entre des personnes touchées par le cancer et des maladies graves et des représentants de nos entreprises membres. Et donc, actuellement, on est à peu près sur 7 actions menées par an. Donc, si on peut en monter une 8e, ce sera évidemment au bénéfice de tous. Donc, on serait ravis, évidemment, d'être lauréat, même si les autres associations ont aussi de belles missions. On va donner la parole au vieux Biclou tout de suite. Mais on va reposer une autre question après, bien sûr. Bien sûr, on y revient. Alors, du côté de Montpellier, la grande ville qui fut... Valentine Michez. Comment vous voyez un peu ce trophée? Qu'est-ce qu'il vous apporterait? Et est-ce que vous êtes prête surtout à venir à Lille à vélo pour le chercher? De Montpellier, il va falloir... je vous conseille de prendre plutôt le couloir rhodanien que le Massif central. Ça va être un peu plus long, mais un peu moins difficile à mon avis. Je voudrais surtout en profiter pour remercier le jury d'avoir sélectionné le projet. On s'y attendait pas en fait. Donc ça permet déjà de faire connaître les vélos-écoles. C'était l'objectif aussi de cette participation. Donc on est déjà très content de cette sélection. Et je tenais à saluer les autres associations sélectionnées. Il y a vraiment des très beaux projets. Oui, c'est vrai. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas forcément envie nécessairement d'être en concurrence. Donc là, je pense que c'est déjà super qu'on soit sélectionné. Et quel que soit le projet, je pense que c'est super de pouvoir donner de la visibilité au travail des associations qui souffrent aussi en ce moment un petit peu de baisse budgétaire. Donc je pense que c'est important qu'on puisse travailler ensemble
Oui, et voilà. vous avez raison de citer cette chose-là, ce passage difficile depuis un ou deux budgets maintenant pour le monde associatif, puisque en fait, en dehors des adhérents, en dehors des bénévoles bien sûr qui donnent de leur temps, les associations recherchent des financements par exemple publics auprès des collectivités territoriales qui elles-mêmes sont dans une mauvaise passe. On va dire malheureusement il y a un effet boule de neige et il faut faire très attention parce que avec 1 700 000 associations en France, d'ailleurs à vos souhaits Philippe David, avec 1 700 000 associations en France, eh bien le monde associatif est pour ainsi dire le premier employeur de France, donc c'est très très important, vous avez raison de le dire. Donc Peggy, si je peux me permettre de vous appeler par votre prénom, mais surtout parce que vous êtes une voix pour elles toutes. Donc dites-nous, qu'est-ce que vous attendez vous aussi de ce trophée? Vous êtes donc 6 associations à avoir été sélectionnées par un jury, parmi, il faut le dire, plusieurs centaines, avec des gens qui ont tout accepté, notamment de faire des jolies vidéos, parce qu'il faut le rappeler, pour voter, il faut aller sur le site de Sud Radio pour retrouver les vidéos et puis voter, soit sur idéal, donc -citoyen avec un s.fr. Pourquoi vous aimeriez être le vainqueur ou la vainqueur? Alors, évidemment, tout simplement pour justement continuer nos actions. On a énormément besoin de financement justement pour déployer nos actions au niveau national et justement continuer à faire des phases pilotes parce qu'il y a malheureusement un besoin au niveau national et c'est important de déployer. Le trophée, justement, les vraies voix citoyennes pour une voix pour elles, ça me semble un peu logique. On parle de projets concrets au service de la société et je pense qu'une voix pour elles est au service de la société, au service des femmes. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le plus important. Et je tiens aussi donc à féliciter toutes les autres associations, évidemment, celles qui ont été sélectionnées ou pas sélectionnées, parce que voilà, chaque asso apporte sa petite pierre et c'est très important. Cette sélection, avec le G500 citoyen, vous êtes toutes des responsables associatives. Est-ce que vous disiez finalement, parfois on désespère un peu de la situation de la France, de l'être humain, etc. Vous n'êtes pas dit, Anne-Sophie ou Nathalie, tiens, quelque part, il y a encore quelque chose et le G500 citoyen fait les choses bien? Ah mais si, je pense que, en fait, ce type d'action et cette définition de trophée, dans le mot trophée il y a quelque chose d'un peu luxueux, mais en fait ça nous va bien, nous, monde associatif. En fait, être reconnu et être bénéficiaire d'un trophée, d'un prix, c'est vraiment une réelle fenêtre en fait qui nous est donnée. Et donc, quelle que soit notre mission, c'est effectivement important et on répond toujours positivement. Et je pense que dans le monde associatif, on est aussi à la recherche de cela. Valentine Michez. Oui, c'est vraiment bien de pouvoir avoir de la visibilité. C'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours les ressources pour communiquer sur nos actions et sur ce qu'on fait. Les vélo-écoles, puisque c'est un sujet que je connais bien, sont peu connus. Alors que, pour parler vraiment des vélo-écoles, il y a quand même 28% des personnes qui ne savent pas en faire. Et c'est vrai que le trophée... qui ne sont pas suffisamment à l'aise avec le vélo en France, et c'est vrai que le trophée permet de visibiliser ça de sorte à ce que les personnes puissent en prendre connaissance. Je voudrais d'ailleurs préciser qu'il y a un podcast qui existe, qui a été développé par le Vieux Biclou sur la vélo-école adulte, que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes. Aurélie Gros. Oui, c'est pour moi ça. Alors, je me fais chambrer depuis tout à l'heure. C'est le cours de rattrapage pour Aurélie Gros. Peggy Lefebvre. Alors, tout simplement, je pense que ça serait, comme un honneur et une reconnaissance de notre travail, ce trophée. On est toujours justement intéressé pour être reconnu et porter la voix. Donc forcément, ça peut être que positif pour nous. Stéphane Pellet. Alors il reste 1 minute chacune des associations. Si vous aviez dans votre champ de compétences une résolution que vous vouliez qu'on porte aux décideurs, puisque c'est le principe du sommet citoyen, une résolution dans votre domaine, un engagement, une action volontariste que vous aimeriez voir portée par les pouvoirs publics et tous ceux qui décident en France. Et puis on fera le tour des 3 associations.
Une résolution, peut-être que celle que l'ensemble des parties prenantes que vous réunissez à l'occasion de ce formidable événement s'engagent pour leurs propres salariés à mieux concilier maladie et travail. Eh ben, écoutez, là, je crois que ça sera fait. Bravo, vous avez raison. Bravo. Un effet multiplicateur, si on peut dire. Valentine Michez, l'effet multiplicateur, c'est très mathématique. Hein. Bon, la marguerite, alors, si tu préfères. Valentine Michez. Je dirais tout simplement permettre davantage aux associations mobilisées pour la pratique du vélo, davantage accompagner et soutenir financièrement ces associations qui ont vu des subventions baisser drastiquement cette année. Bon, des sous. Des sous. Je résume. Ça au moins, c'est parlons vrai. Des sous, c'est parlons vrai. Peggy Lefebvre. Alors évidemment, au-delà du financement qui est nécessaire, une autre partie très importante pour nous, c'est le recrutement des bénévoles, parce qu'en fait, on en a toujours besoin. Et en fait, éventuellement, sensibiliser les entreprises, que les entreprises sensibilisent aussi leurs employés, parce qu'on a parfois justement aujourd'hui des entreprises qui mettent à disposition cette possibilité d'avoir un jour par mois, en fonction des besoins, justement des bénévoles pour les associations. Pas forcément que pour la note, mais exactement. Et ça, c'est beau, et je trouve que voilà. Allez, on résume, il faut être exemplaire et donc porter le message. Il faut des moyens, et puis il faut des bras, des compétences, donc du mécénat. Et en attendant, il faut aller voter, mesdames, messieurs, les auditeurs. Allez voter sur le site Sud Radio ou idéal-citoyen avec un s.fr. Et dans tous les cas, toutes les associations au final seront récompensées parce qu'on vous recevra à nouveau de manière un peu plus longue à la radio après le sommet citoyen. Merci beaucoup Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Merci beaucoup Nathalie Presson, directrice générale de Cancer at Work, et Anne-Sophie Tuzinski, fondatrice. Merci beaucoup Valentine Michez, bénévole au Vieux Biclou. Et merci beaucoup Peggy Lefebvre, Peggy Lefebvre de Une Voix pour elle. Allez, dans quelques instants, les vraies voix. Merci pas moi. Non, vous n'avez pas encore parlé. Les vraies voix du rugby avec François Trio. Bonsoir François. Bonsoir Philippe. Quel est le menu? Le menu, c'est cette fin de saison absolument haletante, autant pour le maintien que pour les qualifications. Enfin bref, tout ce que vous savez, des invités, bien sûr, des consultants, des analyses, et puis on viendra aussi sur la finale de Champions Cup avec un club bordelais qui va affronter Northampton. Absolument, un club anglais. On espère battre la perfide Albion, comme d'habitude au rugby. Merci à vous tous. Tout de suite, Cécile de Ménibus, Sud Radio à votre service. Restez bien avec les vraies voix du rugby, et nous on se retrouve demain 17h avec Cécile de Ménibus pour les vraies voix. À demain.